Bonjour, bienvenue. Voilà, je voudrais vous parler de la perte gémellaire intra-utérine. Pour ce faire, nous allons réaliser deux vidéos, donc un montage en deux parties. Donc cette première vidéo, je vais aborder un petit peu l'histoire médicale, apprendre à faire la distinction entre une perte gémellaire monozygote, hétérozygote, les formes mixtes, comprendre la multitude des symptômes qui peuvent être très très différents. J'expliquerai aussi comment savoir si on a eu une perte gémellaire intra-utérine. C'est une enquête difficile qui ouvre à la recherche, hein, c'est un vrai sujet de recherche. Et puis comment dire, je donnerai aussi dans cette première partie des aspects de réflexion où la médecine pourrait, la recherche médicale pourrait avoir à se pencher dans les années, les décennies à venir. Voilà. Et puis donc ce sera suivi d'une deuxième vidéo, une deuxième partie, où là j'aborderai l'aspect mythologique, les compétences, les capacités intuitives, le génie de la survie, le génie de la suradaptation, cette force intérieure, la vulnérabilité, une conscience très précoce, que dire encore, les pistes d'accompagnement évidemment et de thérapie, comment ça on peut sortir de cette souffrance, et puis évidemment nous ferons le voyage du bébé jusqu'à l'adulte, sans doute que vous êtes aujourd'hui, pour voir en fait que les outils, les accompagnements ne sont pas les mêmes. Voilà. J'aborderai dans cette deuxième partie aussi l'importance de la créativité, l'inspiration, et puis un accès, une sorte de facilité à accéder à une forme de transcendance, au mystère. Voilà. Donc, je vais démarrer cette première vidéo par l'aspect, l'histoire un petit peu médicale. Comment ça se fait qu'on entend parler depuis quelques années de cette perte gémellaire intra-utérine, pourquoi certaines personnes disent mais non, ça n'existe pas, d'autres disent oui, voilà, les pourcentages, certains se chamaillent sur le pourcentage de grossesse dite gémellaire. Voilà. Alors, très précisément, des recherches américaines exposent en 1981 par des échographies la présence de, on voit 2 embryons et puis quelques semaines après on n'en voit plus qu'un. Voilà. Et cette recherche aux États-Unis poussée évoque à l'époque, dans les années 80, donc 1980, le pourcentage de 15%. Voilà, ce qui est déjà beaucoup, hein, 15% de grossesse gémellaire, ça représente quand même beaucoup potentiellement de jumeaux nés seuls. Aujourd'hui, par échographie précoce, donc il y a d'autres équipes médicales évidemment qui ont poussé un petit peu le cheminement, évoquent entre 30 et 40% de grossesse gémellaire. Tous ces chiffres ne sont que des chiffres, mais l'on voit qu'une proportion de grossesse gémellaire est finalement très importante. Moi-même, j'en fus surpris durant mes recherches, et aujourd'hui, actuellement, on estime que sur 100 grossesses gémellaires, seulement une s'achèvera et donnera naissance à 2 bébés vivants et bien nés. Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans la distinction, un petit peu le diagnostic différentiel, enfin c'est pas un diagnostic, mais la particularité des 2 grands traits entre les bébés. Les grossesses dites monozygotes, donc ce qu'on appelle des vrais jumeaux, et puis ensuite les grossesses hétérozygotes, donc ce qu'on appelle des faux jumeaux. Hein. Je vais donner d'abord quelques précisions importantes. J'utilise l'expression jumeau né seul pour alléger mon propos et ne pas répéter en permanence jumelle, jumeau né seul. Voilà. J'ai bien conscience que des hommes et des femmes souffrent de ce drame, qui se joue très tôt durant cette période intra-utérine, mais voilà, j'allège mon propos, je dis simplement jumeau né seul, entendez jumelle, jumeau né seul. Maintenant, comment on pourrait décrire déjà de façon assez simple un hétérozygote et surtout les enjeux quand on perd pour un survivant d'une perte hétérozygote. Donc hétérozygote, ça veut dire, vous imaginez que il y a 2 embryons qui sont dans 2 poches amniotiques distinctes. Voilà. Je pourrais donner beaucoup plus de complexité à mon propos, mais il faut d'abord comprendre cet aspect-là. Donc, 2 poches amniotiques distinctes, un embryon différent
dans chacune de ces poches embryonnaires. Il y en a un qui part. Donc, pour le survivant, c'est comme si, moi, en tant que survivant d'une perte gémellaire hétérozygote, je suis dans ma baignoire est saine, elle va bien, elle respire, il y a de l'interaction, de la vibration qui interagissent entre les deux, et pourtant, à un moment donné, l'autre disparaît, l'autre s'en va, l'autre, je le perds, l'autre va me manquer. Je vais vivre donc quelque chose de très violent au niveau d'une séparation, d'un amour qui part, d'une vibration qui dansait avec moi à côté. Et il faut que je te cherche, il faut que je te trouve, il faut que je te retrouve. Donc ça, c'est le grand leitmotiv des jumeaux survivants d'une perte gémellaire intra-utérine hétérozygote. Maintenant, l'autre cas de figure est beaucoup plus violent, entre guillemets, même si l'hétérozygote c'est violent, vous allez voir la différence. Deux embryons, ce qu'on appelle des vrais jumeaux, dans une seule poche amniotique. C'est comme si cette poche était une baignoire. Et moi je me souviens, dans les films d'horreur, je prends mon bain, enfin des scénarios comme ça, la personne est dans sa baignoire et il y a quelque chose d'horrible qui sort de l'eau savonneuse. Voilà, vous imaginez. Donc en fait, c'est un petit peu le même scénario pour l'embryon survivant d'une perte gémellaire monozygote, c'est que le survivant, en fait, il va baigner dans un liquide qui, entre guillemets, se pourrit de la décomposition du jumeau décédé. Donc j'ai utilisé le mot pourri. Ça veut dire que, si vous voulez, le liquide amniotique devient potentiellement désagréable, porte la vibration de la mort. Et donc, il y a une imprégnation très tôt pour cet embryon survivant, d'une imprégnation, j'ai envie de dire presque d'une respiration, même si l'embryon ne respire pas, qui risque potentiellement de faire mourir cet embryon survivant. Donc il y a une espèce d'écœurement. La résultante de ça, c'est que pour cet embryon survivant d'une perte monozygote, tout autre, lorsqu'il s'approche trop près, peut devenir potentiellement agressif et risquer de me faire mourir. Il est dangereux pour ma survie. Donc c'est quelque chose qui amène un comportement un peu particulier, autant dans l'hétérozygote, il devient chercheur, j'ai envie de te retrouver, j'ai une quête, etc. Pour le survivant d'une perte monozygote, c'est totalement différent. À l'inverse, je vais chercher personne, parce que si je trouve, je vais être trop proche, donc je vais plutôt rester solitaire, je vais interagir juste ce qu'il faut avec le monde extérieur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une première distinction à repérer entre l'hétéro et le mono, en sachant qu'évidemment, obligatoirement, nous avons des formes mixtes. Maintenant, je vais amener un autre élément. L'hétérozygote, 2 œufs, il y en a un qui part, séparation, tristesse, douleur de séparer, crainte de mourir dans la séparation. Donc quelque part, dans la nature première de la majorité des hétérozygotes, pareil, hein, je forcie un peu le trait pour bien comprendre la différence. En fait, dans ma vraie vie, l'hétérozygote va avoir tendance à rechercher et à retrouver la fusion avec l'autre, parce que cette fusion lui rappelle une période de complétude et de bien-être lorsqu'il était enveloppé dans la vibration du deux. Voilà. Le monozygote, pour lui, c'est totalement différent. En tant que survivant d'une perte monozygote, automatiquement, la relation à la fusion, elle peut être nécessaire lors d'un rapprochement amoureux, par exemple, mais pas trop longtemps derrière, il faut qu'il y ait une remise en éloignement de l'autre, parce que, en fait, trop de proximité peut créer chez le survivant monozygote un trouble où, très vite, il se remet à vibrer avec des angoisses de mort qui le rattrapent très très tôt. L'hétérozygote peut être aussi attrapé d'angoisse de mort, mais c'est seulement quand l'autre, enfin c'est plutôt, je veux dire, plutôt
tendanciellement, lorsque l'autre s'éloigne, l'éloignement a failli faire mourir. Le monozygote, trop de rapprochement, a failli le faire mourir parce qu'ils étaient inclus dans la même eau matricielle. Voilà. Donc c'est une première conclusion de cette affaire-là, de cette présentation, c'est que la force créatrice de la nature engendre beaucoup de diversité qui va obliger un cheminement individuel long et profond, unique, souvent atypique, pour apprendre à se connaître bien, comme on a besoin de fonctionner dans la relation avec le monde extérieur, en ayant un regard intuitif intérieur très fort sur « ça me fait du bien » ou « ça ne me fait pas du bien ». Pourquoi faire? Éventuellement pour vivre le meilleur voyage de vie et y prendre le plus de fun possible. Voilà. Ça paraît tout bête de dire ça, mais c'est quand même quelque chose d'important à poser en préambule. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les pertes gémellaires intra-utérines sont très précoces. Les quelques semaines, quelques mois. En fait, c'est une période de démarrage, de construction de l'embryon, puis éventuellement du fœtus. Je dirais globalement, on est un système nerveux en construction et qui a bien failli mourir, emporté par la vibration mortifiante à côté. Quelque chose se met à vibrer, l'autre meurt, et il y a quelque chose de terrassant pour un système nerveux en construction. Donc, pour la plupart des jumeaux nés seuls, survivants d'une perte gémellaire intra-utérine, la vibration de la mort à côté, potentiellement, a perturbé, a impacté violemment, puissamment, la construction du système nerveux du survivant. C'est comme si, au cours de l'installation je vais prendre une image pour clarifier un petit peu ce truc-là, c'est comme si, au cours d'une construction d'une installation électrique dans une maison, la foudre s'abattait sur le tableau électrique. Et là, vous voyez les barrettes de disjoncteurs différentiels. En fait, cette foudre, elle ne brûle pas toute l'installation électrique, sinon on est mort, mais elle va détruire totalement certains disjoncteurs. Certains autres fonctionnent parfaitement. Et entre les deux, il y a une partie de disjoncteurs qui, on ne va pas savoir pourquoi, tantôt fonctionne bien, tantôt fonctionne, tantôt ne fonctionne plus. Et sans aucune maîtrise volontaire sur cet aspect-là. Donc là, je parle de l'aspect neurologique, mais ce qu'il faut bien comprendre quand on devient des petits animaux sortis de la matrice de sa mère porteuse, on devient des animaux, des mammifères, avec des émotions. Et donc, très souvent, ça se présente avec une hypersensibilité dans des zones émotionnelles qui fonctionnent bizarrement et que l'individu n'arrive pas à contrôler par sa force mentale. C'est-à-dire, à un moment donné, il disjoncte, ou alors l'hypersensibilité fait qu'il s'éteint, fait qu'il s'anesthésie. On voit très, très vite qu'il y a quelque chose dans le système nerveux qui fonctionne de façon, peut-être pas le mot aléatoire, mais de façon plus ou moins prévisible et imprévisible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré tout ça, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes vivant. C'est-à-dire que, en fait, l'intelligence et la force de la vie, c'est que son objectif, ça a été de vous maintenir en vie, ou d'en maintenir au moins un en vie. Et vous êtes là. Et ça, dans votre monde intérieur, plus ou moins à votre insu, vous avez une énorme capacité d'endurance à la souffrance. Très souvent, les gens, quand ils se mettent en situation difficile, qui vivent des moments difficiles, ils trouvent des ressources intérieures où on se dit, mais comment cette petite personne qui semble à l'extérieur si fragile possède autant de force, comme s'il y avait une foi dans la vie, dans le dépassement qui est juste incroyable.
Et en même temps, un paradoxe, c'est-à-dire que j'ai nommé une espèce de petit être fragile, semblant fragile, il y a une hypersensibilité exacerbée. Donc il y a une espèce de paradoxe, c'est quelqu'un qui peut être très fort et déployer une énergie colossale d'un côté, et par moments complètement s'effondrer et terrassé par une hypersensibilité, comme si cette hypersensibilité gobait la personne et sa personnalité et prenait toute la place. Voilà, maintenant, on va voir l'aspect, comment savoir si on a une perte gémellaire intra-utérine. Donc, concrètement, honnêtement, très peu de gens ont une échographie pragmatique, parce qu'en France, à l'heure actuelle, sauf contexte médical particulier, la première échographie est réalisée au 3e mois. Donc ça veut dire 12 semaines d'aménorrhée, c'est beaucoup. En 12 semaines, il se passe beaucoup d'événements intra-utérins. Donc sur cette période-là, pas d'échographie, pas de preuve. Donc il y a quelques personnes qui, pour X raisons, arrivent à avoir la certitude, notamment quand, après ces 3e mois, par exemple, à la première échographie, on a vu qu'il y avait une gémellité, et puis à la 2e écho, oups, il en manque un. Voilà. Pour la plupart des gens que moi je vois en stage, ce sont des gens qui, ayant beaucoup travaillé en thérapie, font le constat qu'il y a des espaces en eux qui échappent rationnellement à la psychothérapie et au développement personnel. Et c'est un des aspects majeurs pour vous repérer, c'est qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui fonctionne chez vous, de façon autonome, qui vous échappe, et qui fait que par moment, entre guillemets, vous pétez les plombs, quoi. Il y a un truc qui déraille à votre insu, et sans maîtrise aucune. Après, la difficulté, c'est que la plupart des troubles que je vais mentionner au cours de cette vidéo, y compris de la 2e, tous ces troubles vont rentrer dans des grilles de décodage autres que celui de la perte gémellaire. Donc, même si on a, il n'y a pas un symptôme qui signe la perte gémellaire. Il n'y a pas la perte gémellaire veut dire tel symptôme, point barre. En fait, c'est une espèce de patchwork qui dépend des gens, qui font qu'il y a quelque chose qui met sur la piste. Donc il y a un petit côté Sherlock Holmes quand même, hein, honnêtement. Il y a un moment donné, il faut y aller. Moi, je dis toujours aux gens, il faut que votre système nerveux, si vous avez cette hypothèse-là, quand vous écoutez une vidéo, quand vous écoutez quelqu'un qui parle de la perte gémellaire, par des exemples mentionnés dans cette vidéo, comme je vais le faire ici là, c'est vous sentez votre système nerveux qui tressaille, il peut y avoir des émotions, des pleurs. Voilà, il y a un moment donné, vous dites, mais pourquoi il me connaît aussi bien, hein, le nombre de gens qui m'ont dit, oh là là, mais comment tu me connais aussi bien, tu viens de raconter ma vie. Je dis non, je raconte pas de ta vie, je raconte même pas ma vie, enfin je raconte une partie de ma vie, parce que j'avais un certain nombre de symptômes qui vaut beaucoup mieux, merci. Et en fait, j'ai étendu ma palette des symptômes en écoutant d'autres témoignages de jumeaux nés seuls. Voilà. Alors, quand même, tout de suite, je voudrais dire un truc. C'est-à-dire que la perte gémellaire intra-utérine, c'est premièrement beaucoup de souffrance. Améliorée en partie par le travail de développement personnel, de psychothérapie, c'est évident. Et puis, si vraiment on rentre dans un autre endroit de sa dimension intérieur, en lien avec son âme, à ce moment-là, il y a des bras de levier supplémentaires qui peuvent être utilisés de façon très habile, qui permettent de recycler les premiers programmes, les premières mises en place vibratoires de ce programme neurologique, et qui permettent quand même de gagner beaucoup de confort et de fluidité dans sa vie, au moins personnelle. Hein. Donc maintenant, je vais quand même aller rentrer un petit peu dans le dur de cette vidéo, c'est-à-dire je vais nommer quelques grands symptômes qui caractérisent, qui sont assez communs chez les jumeaux nés seuls. Première précaution, donc je l'ai dit, hein, mais je le redis, j'insiste dessus, aucun symptôme ne relate la perte gémellaire intra-utérine. Il y a pas un symptôme.
Et pareil, deuxième précaution, il faut pas avoir tous les symptômes pour avoir une perte gémellaire. On a le droit d'en avoir que quelques-uns. Il y a des symptômes qui vous parleront pas, c'est normal, hein, vous êtes normal. Heureusement, là, déjà que la vie est pas facile, donc si on avait tous les symptômes, ben, on tiendrait pas le coup, on exploserait en vol, quoi. Hein. Voilà. Et une dernière précaution, c'est que moi je recommande souvent aux gens, pour avoir un peu de discernement, c'est quand même assez habile de faire un travail de psychothérapie, de développement personnel, pour commencer un petit peu à se comprendre, pour avoir du discernement dans qu'est-ce qui appartient à ma vie après la naissance, donc mon histoire perso, quels sont les traumas que j'ai besoin d'aborder et d'assainir, quels sont un petit peu le bazar familial duquel je viens en transgénérationnel, et puis à un moment donné, voir comment s'est passée la naissance, et puis observer effectivement comment a été la période intra-utérine. Des fois, les gens mettent un peu la charrue avant les bœufs en disant oh, tout est à cause de la perte gémellaire intra-utérine, tout est à cause de la perte gémellaire, je fais pas de thérapie, etc. Et moi, des fois, j'entends des gens témoigner, je dis quand même cet aspect-là, il faut aller le travailler en thérapie, sinon tu vas en baver, ce n'est pas lié qu'à la perte gémellaire. Voilà. Donc c'est quelque chose ces trois précautions sont quand même importantes pour moi. Alors, premier symptôme, un énorme symptôme, et vous allez voir comment c'est complexe de le rattacher seulement à la perte gémellaire, je vais parler de dépression. Donc, évidemment, on a 1000 origines, 1000 causalités pour souffrir de dépression. La particularité quand on a une perte gémellaire, c'est que il y a des gens qui disent voilà, depuis que j'ai perdu un frère, une sœur, depuis tel événement, j'ai sombré dans la dépression. Et à ce moment-là, ils vont dire moi avant j'étais quelqu'un de très joyeux, de très gai, j'ai vécu tel drame, derrière ça a été l'enfer. Voilà. Et puis il y a des gens, c'est beaucoup plus confus. Ils disent je sais pas trop quand est-ce que j'ai eu ma première dépression. J'ai toujours eu l'impression que j'étais mal foutu dans la vie, que j'étais nostalgique, que j'étais pas bien dans mes pompes, je savais pas trop ce que je faisais là. Voilà, c'est quelque chose que les jumeaux nés seuls ressentent très tôt, voire à la maternelle pour ceux qui ont beaucoup de mémoire. Ils ont une impression d'être un peu paumés. Mais qu'est-ce que je fais là au milieu de ces gens? Voilà, ils ont l'impression d'avoir comme s'ils avaient été catapultés là. Ça donne aussi, moi, ce que j'appelle les aquabonistes. À quoi bon me lever le matin? Faire ceci, faire cela, trouver du sens à ma vie, trouver du sens à l'incarnation, quasiment, trouver du sens à la vie de l'humanité. Hein. Il y a 1000 questions existentielles sur le sens de la vie, où la personne peut être plongée régulièrement dans une forme soit de dépression, soit de nonchalance, d'apathie, de procrastination, enfin vous voyez, tous ces endroits-là. Puis par moment, un coup de passion pour un truc, et là beaucoup d'énergie se déploie. Quelqu'un qui est prêt à abattre des montagnes. Voilà. Donc il y a une espèce d'incompréhension dans quelque chose qui tire vers le bas, dans le négatif, dans le non créatif, et puis d'un seul coup quelque chose qui peut s'enflammer. Et là, aussi des fois se déflammer, alors le mot n'existe pas, s'éteindre aussi rapidement qu'il est apparu. Voilà. Donc, ça rejoint la thématique d'une sorte d'inconstance mentale. Hein. Très typique aux jumeaux nés seuls, dont je ne vais pas utiliser ici de mots de psychiatrie, mais quelque chose où le mental, tantôt, sans qu'on sache pourquoi, il est au top niveau du moral, et puis de temps en temps, la force mentale, le moral, tombe dans les chaussettes sans aucune maîtrise. C'est comme une sorte de bipolarité qui fait yo-yo, mais surtout sans événement aussi vraiment tangible. Voilà. Un autre signe aussi qui peut mettre la petite puce à l'oreille, c'est cette nostalgie d'un ailleurs. Je l'ai nommé des ex-petits-enfants qui disent voilà, en fait, je voudrais repartir, habiter dans les étoiles, je sens que je suis pas bien là. Alors, je disais les chercheurs, donc c'est des gens qui, devenus plus grands, peuvent aller chercher à s'immerger dans des peuples premiers, vous voyez, qui vont vraiment avoir une quête d'un monde meilleur, d'un monde plus sain.
plus en contact avec la nature, avec les étoiles, avec les éléments, voilà. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Je critique pas du tout cette quête, cette recherche. Mais derrière, dans le fond, il peut rester une trame de nostalgie d'un ailleurs meilleur. Donc là, j'ai parlé d'un ailleurs terrestre, mais souvent, c'est un ailleurs stellaire, dans les étoiles, comme si il venait du peuple des étoiles. Voilà. Ensuite, dans le même registre, hein, donc ce sont des gens qui peuvent rêver, qui peuvent s'inventer une vie quasiment, mais surtout la sensation d'être étranger chez soi. C'est-à-dire étranger dans leur famille, étrangers dans leur communauté religieuse, étrangers dans leur communauté scolaire. C'est-à-dire, le groupe, c'est leur groupe, ils n'ont pas été adoptés, par exemple, on les a pas mis là de force, mais c'est comme s'ils se sentaient comme un vilain petit canard. Donc c'est quelque chose qui est très récurrent dans les témoignages que je peux recevoir. Moi, perso, c'est quelque chose que j'ai jamais trop vécu, mais quelque chose qui est assez fréquent dans les témoignages. Aussi, ça peut être la sensation, dans la même idée, hein, d'être de trop, de ne pas avoir été désiré, ou des phrases du genre « tout ça pour ça, mais qu'est-ce que je fais là ?» quoi, voilà. Et derrière, très vite, arrive la thématique de sa place. C'est-à-dire, alors il y a des gens qui ont beaucoup d'histoires de famille, de jalousie, de je suis le grand, je suis le petit. Alors souvent c'est les petits qui ont du mal, les plus jeunes qui ont du mal à trouver leur place, parce que bon, celui du milieu, il sait pas où est sa place parce que il est pas assez grand pour être avec le grand, il est pas assez petit pour être avec le petit, donc voilà. Donc plus des jalousies, alors là en plus ça met un truc encore plus vaste dans la place dans la fratrie. Mais c'est quelque chose qui quand même, quand il y a une fratrie, peut se reproduire et se propulser d'événement en événement et de situation en vie, de vie professionnelle, sportive, amicale, etc. Et puis c'est quelque chose, par exemple, même pour ceux qui sont, comment dire, qui ont été seuls dans une famille, eh ben, trouver sa place dans la société par un métier, une place qui a du sens, eh ben c'est pas forcément facile. Donc il y a, alors c'est très intime. Souvent il y a un désir profond. Ils auraient envie de faire quelque chose, de trouver vraiment leur place, de faire vibrer leur soleil, mais ils savent pas quoi vibrer. Alors ça donne quelque chose où ils restent dans l'ombre. Avec un espèce de paradoxe intérieur, je voudrais, je veux, mais je veux pas, je fais rien, voilà, avec toute cette procrastination, ou le saboteur qui peut être là. Voilà, donc vous voyez j'utilise beaucoup de mots, hein, mais vous voyez la diversité et la complexité. Hein. Alors, après, dans le lot, là je vais citer quelques artistes, parce qu'on a des artistes qui, avançant dans l'âge, la cinquantaine notamment, nomment ça. Donc ça donne un profil où ils démarrent difficilement, ils sont un peu confus, puis finalement ils travaillent sur eux, ils font du théâtre, ils font du chant, ils font de la scène, ils font de la comédie, etc. Et puis petit à petit, ils arrivent à se mettre sur scène, à jouer sur scène. Par le chant, la comédie, le théâtre, le job d'acteur. Je prends spécifiquement ces endroits-là parce que, comme c'est des gens, comment dire, qui parlent de leur carrière, de leur cheminement, il y en a un certain nombre qui disent, voilà, j'ai une très belle carrière, je me sens au sommet de la carrière, j'ai toujours eu peur que tout s'arrête du jour au lendemain. Voilà, une espèce d'angoisse que la réussite s'arrête du jour au lendemain. Et ça, c'est quelque chose qui est assez constant chez les jumeaux des sols, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui veut réussir, mais l'illégitimité crée, en fait, je vais pas vraiment le mériter, pourquoi moi, donc une difficulté à s'autoriser une forme d'abondance. Et si j'accède à l'abondance, peur de la perdre, tout simplement, que tout s'arrête du jour au lendemain et de rien maîtriser. Voilà. Je vais rentrer un petit peu plus maintenant dans le chapitre du système nerveux, parce que c'est quand même, faut aussi comprendre un petit peu comment ça marche. J'ai parlé d'hypersensibilité. L'hypersensibilité, ce que je constate en stage, alors je vais commencer par les enfants.
chez les enfants, l'hypersensibilité, elle est souvent cutanée. C'est-à-dire, ce sont des enfants, pour s'habiller, vers l'âge de 2-3 ans, pour aller à l'école ou pour aller à la garderie, voilà, quand l'enfant doit s'habiller, ça peut être extrêmement difficile si j'ai pas compris qu'en fait, il faut qu'il y ait aucune couture, aucun pli, aucune étiquette, avec les chaussettes, avec le maillot de corps, avec la petite étiquette du pull. Il faut qu'il y ait rien qui vienne irriter cette peau hypersensible. Alors on trouve ça assez normal, parce que ce sont des jeunes enfants, mais parfois ça semble un peu exagéré quand même, donc repérez ça. Ensuite, un trait important, c'est l'hypersensibilité, avec une ouïe très fine. La plupart des jumelles et des jumeaux nés-sols ont cette sensibilité au son trop fort. Et sont dérangés, agressés, dès qu'il y a des aigus, dès qu'il y a, voilà, ça dérègle terriblement. Et le paradoxe, c'est qu'on les met à l'école, à la crèche, dans des classes surchargées, où souvent il y a un niveau sonore incroyable. Et donc, ou après, plus grand, ils se mettent des casques dans les oreilles et tout ça. Donc c'est repérer en fait que, originellement, il y a eu une hypersensibilité auditive. Ensuite, on retrouve beaucoup de capacités olfactives, des capacités gustatives, sauf au moment où, en grandissant, l'ado, l'adulte va se détériorer le goût avec trop de sucre, avec la fumée des cigarettes, beaucoup, qui vont en fait entraver cette finesse qui est très présente au départ. Voilà. Pensez aussi que donc dans cette anesthésie des sens, en fait, ça correspond à une anesthésie émotionnelle. Hein. Je vous le disais juste avant, quand il y a une hypersensibilité neurologique, tout de suite derrière, vous savez, quand il y a trop de bruit, qu'est-ce que ça fait? Ça agace, ça crée de l'énervement. Donc vous voyez bien le lien qui existe entre un système nerveux et des capteurs très sensibles qui à un moment donné sont saturés d'informations. Étant saturés d'informations, l'énervement arrive. Et donc la plupart des gens, quand ils sont perturbés émotionnellement, quand ils sont surchargés émotionnellement, donc là je vais prendre le champ de l'adulte, cherchent à s'anesthésier. Comment en tant qu'adulte on s'anesthésie? Sans rentrer dans le détail, toutes les addictions. Addiction au travail, addiction au sport, à l'alcool, à la nourriture, au chocolat, aux jeux, au scrolling sur les écrans, etc., etc., etc. Et aussi chez les adolescents, eh ben c'est le début des conduites à risque. Ce sont les écrans, l'hyper-écran, le manque de sommeil, le scrolling, la discussion. Enfin voilà, ça va quand même. C'est pas une recherche d'information et d'interaction. L'addiction, c'est quel moyen j'utilise pour me noyer dans tellement d'informations qu'en fait ça m'anesthésie, ça me coupe. Voilà. Donc ça, je vais le déplier un petit peu plus, mais je donne une première quantité d'informations. À l'inverse, certains jumeaux nés-sols ressentent une sorte d'hyposensibilité, comme s'ils étaient anesthésiés, et principalement émotionnellement. Il peut y avoir comme une défaillance familiale d'apprentissage éducatif autour de l'émotion. Par exemple, moi je viens d'une famille où on ne parlait pas beaucoup ses émotions, il n'y avait pas beaucoup de contact dans les bras, on se disait pas beaucoup je t'aime par exemple. Voilà, donc il y avait une espèce de on contient, on contrôle ses émotions, pas de mots, on n'exprime pas, on met pas une richesse de vocabulaire pour dire les émotions que l'adulte ressent pour les apprendre à l'enfant. Et donc l'enfant, il est dans une espèce de globi-boulga émotionnel sans avoir cette capacité. Et puis il y en a, ils disent ça je ressens pas. Donc ça c'est très important parce que là aussi quelque chose qui peut être très interrogeant pour vous dans vos symptômes, le comptage un petit peu des symptômes, le repérage, c'est que vous avez une espèce de paradoxe intérieur. Vous savez hypersensible sur plein d'endroits, et puis alors il y a des trucs mais qui vous laissent totalement
imperturbable, hyposensible, y compris dans des endroits où l'autre est en train de souffrir. Il y a des souffrances, elles ne m'atteignent pas, elles ne me touchent pas. C'est bizarre quand même. Voilà. Et vous-même, vous allez vous qualifier, souvent c'est ce que les mots que j'entends aussi dans les groupes, c'est je me sens des fois trop bizarre émotionnellement parce qu'il y a des trucs que les gens ils s'accrochent dessus, mais alors moi rien du tout, ça me glisse, voilà. Et donc tout en repérant que la même personne est très sensible. Donc c'est voilà, c'est tous ces bizarreries qui vraiment des fois peuvent se donner très tôt un sentiment d'être différent des autres, de pas se reconnaître chez les autres, donc renforcer l'impression, le besoin de s'isoler, de rentrer dans une forme de timidité, difficulté relationnelle, introversion, etc. Alors, maintenant je voudrais aborder un chapitre sur les jumeaux nés seuls et les 10. Alors, 10 quoi? Dysorthographique, dyscalculique, dyspraxique, trouble du langage, il m'en manque un, dyscalculique, dysorthographique, trouble du rythme, trouble dans l'espace, désorientation temporelle, ça peut faire partie, donc on dit bon, il est toujours en retard, toujours en avance, complètement largué, voilà. Donc ça veut pas dire toujours pareil. C'est pas parce qu'il y a une perte gémellaire que automatiquement il y a des troubles 10, mais l'expérience montre que quand il y a une perte gémellaire, il y a souvent des dysfonctionnels, des 10 quelque chose qui sont là. Par exemple, moi je suis très dyslexique, dysorthographique, j'ai un petit peu de dysrythmie au niveau du rythme, voilà, c'est voilà. Très souvent, il y a aussi le schéma corporel, hein, voilà, le schéma corporel qui est pas forcément très bien mis en place, voilà. Et dans les groupes, des fois, en discutant avec des adultes et en les questionnant un petit peu en off, je dis voilà, c'était quoi toi tes troubles 10 quand t'étais gamin? Puis il y en a qui me disent oh non, j'en avais pas, tout ça. Non, je dis pas aujourd'hui, je dis vraiment, mais quand t'étais plus jeune, t'es sûr, t'en avais pas? Et je me souviens d'un témoignage où vraiment la personne, elle se plonge en elle-même puis elle dit ah ouais quand même, aujourd'hui je suis comptable, mais à l'époque les mathématiques étaient pas faciles. Et alors, ça m'avait un petit peu interpellé parce que les mathématiques, c'est un grand tiroir. Mais dans les mathématiques, il y a l'algèbre. C'est une intelligence particulière. Il y a la géométrie. C'est une intelligence particulière. Et puis, il peut y avoir la représentation spatiale, le conceptuel avec les équations et tout ça. Et là, d'un seul coup, dans ce grand tiroir, la personne peut avoir des compétences dans un domaine particulier et être complètement inopérante, par exemple pour la représentation spatiale, et passer complètement à côté, en montant en puissance dans les équations mathématiques, les équations qui parlent des représentations spatiales, impossible d'avancer plus loin. Donc c'est de voir que dans tous ces 10, le génie, une partie du génie, consiste à observer que certains troubles 10 qui ont été très longs à se mettre en place, à être corrigés pendant la petite enfance, donc à être vécu comme un handicap, devenu adulte, ça peut être relativement lissé. Donc les gens vont pas être des grands génies, mais bon, voilà, ils sont moyens. Et quand il y a une perte gémellaire, très souvent, parce que tout le monde a des zones moyennes d'intelligence et de compétences dans certains secteurs éducatifs. Mais ce qui est très particulier, c'est que il y a des endroits où ils sont extrêmement compétents. C'est-à-dire que très souvent, c'est pas une simple dyslexie, c'est ce qu'on appelle des HPI complexes, disharmonieux. C'est-à-dire des zones de grande intelligence et des zones de, entre guillemets, de sous-développement d'intelligence sans qu'il y ait d'idiotie.
C'est-à-dire, il n'y a pas d'altération et de blessure cérébrale, mais simplement, le cerveau, avec ses petits disjoncteurs un peu vacillants, le cerveau, et l'intelligence de la vie, pour développer une adaptation au monde extérieur et faire quelque chose, en fait, a surdéveloppé certaines compétences de façon assez géniale. Moi, j'étais hyper bon en mathématiques, pour compenser des endroits où j'étais plutôt archi nul. Voilà. Je parle du français, par exemple. Bon, heureusement, la vie scolaire ne se réduit pas simplement aux mathématiques et au français, mais je rentrais moi dans cette catégorie où il y avait un espèce de paradoxe d'être tellement nul en français et tellement bon en mathématiques, et moi je comprenais rien, et ça me mettait dans une misère intérieure et émotionnelle et scolaire au 36e sous-sol, quoi. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau est capable de surentraîner certains aspects, certains endroits d'intelligence, et puis de laisser un petit peu à l'abandon des zones très sous-opérantes. Voilà. Et puis avec les études, le choix du métier, je dirais concrètement, ça se fait, je dirais, dans un glissé progressif. Moi, jamais j'ai eu l'idée de faire des études littéraires. Faut être très calme là-dessus. Lire, pour moi, c'est un effort, et ça reste encore aujourd'hui un effort. Il y a certains textes, quand je les lis, je les comprends pas. Tout simplement, je lis très lentement à voix haute, et à voix intérieure, pareil, je lis très lentement, et je me fatigue très vite parce que mon cerveau est obligé d'une grande gymnastique. Donc moi, dans mon tableau de bord électrique, c'est des disjoncteurs qui sont très souvent un peu dans le orange qui vise vers le rouge. C'est assez complexe. Par contre, ça peut donner quelque chose de particulier, donc ça c'est un aspect très important. Ce sont je vais commencer par le bon côté, ce qui n'est pas mis en avant à l'école, c'est que quand les gens ont le cerveau fatigué, les enfants notamment ont le cerveau fatigué, qu'est-ce qu'ils font? Ils rêvent. Et donc à l'école, on dit « il est beaucoup dans la lune ». Voilà, j'ai un ami, il me parlait de sa fille, il me dit « Non, elle n'est pas dans la Lune, elle est sur Vénus, directement, beaucoup plus loin encore ». Et donc pour dire que sa petite, elle avait des difficultés, et je vois en fait qu'elle n'était pas du tout idiote, mais par contre, elle avait besoin de s'évader par le voyage, pour se relâcher, se détendre. Je vais citer encore un auteur, un réalisateur, Tim Burton par exemple, qui parle très simplement. Il dit « Moi à l'école, ça allait bien un peu, puis après il y avait la fenêtre, et je regardais beaucoup dehors. Les feuilles bougeaient, le ciel, le mouvement des nuages dans le ciel, tout ça. Toute ressemblance avec votre histoire n'est que pure coïncidence. Moi j'ai beaucoup rêvé à regarder les nuages dans le ciel, leurs mouvements et leurs danses et les formes qui se créaient, se décréaient, voilà. » Donc ça paraît pas, ça semble être une rêverie, une oisiveté inutile, mais en fait c'est très important, très important. Et donc automatiquement, pour les enseignants c'est compliqué, parce qu'on va appeler ça des troubles de l'attention. Alors, pour les enfants discrets qui foutent pas trop de bazar, comme moi j'étais calme, silencieux, voilà. Mais quand ça donne des enfants perturbés qui vont avoir une forme de turbulence parce que ils sont hyperactifs physiquement, ils ont une capacité de concentration très courte, parce que ça fatigue trop leur cerveau. Si en plus ça les intéresse pas, le temps de concentration c'est encore pire. Ils s'évadent en rêvant, et puis s'ils sont un peu agités, ils perturbent la classe. Donc ça c'est quand même une mécanique qu'on retrouve beaucoup plus dans les générations actuelles, parce qu'il y a entre guillemets une sorte d'autorisation à parler, à se dire, à ouvrir sa bouche, à dire ce qu'on pense. Donc cette autorisation de parole, c'est bien. Moi, je viens d'une génération de la soixantaine où à l'époque, on était éduqués beaucoup plus serré à la maison et à l'école. Donc en clair, j'avais pas l'autorisation de débordement à l'école. Donc ça rentrait dans une forme de discrétion où j'écoutais, j'avais les yeux sur l'incite, et puis je comprenais rien. Bon, en plus les cours de français,
c'était mystérieux la grammaire, donc j'étais là mais j'étais pas là, quoi. J'avais une très bonne stratégie de dissociation pour partir en rêverie tout en faisant semblant d'être là. C'est assez rigolo. Toujours pareil, je donne un exemple perso, mais je suis loin d'être le seul à avoir ce type de comportement. Donc vous voyez comment l'école peut amener des difficultés entre une espèce d'hypersensibilité, certains endroits de grande intelligence, une hyperactivité cérébrale qui peut être associée à une hyperactivité physique. Parce que le challenge dans tout ça, pour le jumeau né-sol, mais tout ça c'est pas conscient, il faut bien le comprendre, c'est comment je fais pour me sentir vivant. Et donc, l'activation cérébrale, pendant que je réfléchis, que je pense, que je rêve, que j'ai des projets, des idées de jeux dans la rue avec mes copains, etc. Voilà. Donc je crée un espace de liberté. En même temps, si j'ai un bon physique, je peux avoir une forme d'agitation mentale, et puis me concentrer est loin d'être aussi facile, parce que en fait l'hyperactivité physique peut me contraindre à arrêter de me concentrer sur une dissertation, sur un dessin, sur une poésie ou je ne sais quoi. Voilà. Donc tout tourne très vite, ça tourne dur, c'est un vrai bazar, il y en a dans tous les sens. Il y a des choses qui marchent super bien, il y a des choses que je maîtrise, des choses que je comprends, des choses où je comprends rien, l'impression d'être un mystère pour moi-même et encore plus pour le monde extérieur. Eh ben, c'est pas évident de se sentir bien et à sa place à cet endroit-là, dans la relation avec l'autre, avec ma famille, avec l'école, voilà. Pensez aussi que, en fait, il y a une forme de liberté de pensée qui souvent cherche à devenir libre dans les études, dans la relation familiale, dans les possibilités professionnelles. Donc, et là aussi, je vais parler d'un contraste. Il y a des gens qui sont épris de liberté, qui vont vraiment s'organiser éventuellement pour faire de bonnes études et tout ça, mais qui sont des cerveaux libres, parce qu'ils ont une pensée en arborescence qui a beaucoup été autorisée à rêver. Et puis, il y a des gens qui sont jumeaux né-sol et qui, par contrainte et éducation, ont quand même réussi à se serrer, à s'hyper adapter, et puis qui deviennent des bons élèves, et qui deviennent, entre guillemets, des bons fonctionnaires, c'est-à-dire ils ont intégré une privation de liberté colossale, mais à l'intérieur, ils sont en pure misère dépressive parce que cette hyperadaptation a tellement contraint l'âme que cette âme, elle est à côté d'elle et à côté de cette force d'expansion dont sont capables les jumeaux survivants d'une perte gémellaire. Parce que cette force d'expansion et la rêverie qui va avec, en fait, est propice à une très grande créativité, et créativité d'apprentissage aussi, c'est-à-dire en fait une curiosité, une appétence à avoir plein de curiosité, et puis pas forcément pour créer une hyper spécialisation dans un coin, mais une forme de dispersion. Et cette dispersion, en fait petit à petit, elle s'échafaude comme un grand pont avec plein de capacités, de compétences qui se sont mises dans cette pensée créatrice à plein d'endroits. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière parce qu'il y a quelque chose qui me revient là maintenant. En fait, quand il y a une hyperactivité, vous avez bien compris qu'il y a un lien entre mon cerveau, mon système nerveux a failli être détruit pendant la période intra-utérine. Pour se survivre, il développe des hypercompétences par endroits, une forme d'hyperactivité cérébrale, pensée en arborescence, éventuellement physique. Et tout ça, quand ça se met en route, à quoi ça sert? Ça sert à ce que l'âme se sente vivante et que la personnalité se sente vivante. C'est-à-dire que c'est une lutte à la vie et à la mort. J'ai envie de m'expandre, j'ai besoin de m'expandre, j'ai besoin de découvrir. Mais si je m'arrête, il y a quelque chose en moi qui, comme si ça se recrevillait,
recroquevillais, ça peut éventuellement me mettre en contact avec du vide, du silence, trop de silence, et me faire rentrer dans des angoisses de mort. Et donc, pour les hyperactifs, ce qu'il faut où il faut être vigilant, c'est que quand on est jeune, on est hyperactif, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut quand même, à un moment donné, prendre trop de risques, s'épuiser, s'oublier soi-même, oublier les désirs de l'âme, et peu à peu, en s'oubliant dans l'épuisement, rentrer dans la dépression, et pareil, dans quelque chose qui amène au burn-out. Ce sont des gens qui peuvent facilement se laisser abuser, dans le sens maltraiter professionnellement, parce qu'ils ont été très endurants pendant 20 ans, et puis à un moment donné, à 40 ans, 45 ans, ça craque. Leur monde intérieur, leur âme réclame une écologie de vie qui est plus en contact avec qu'est-ce que je suis venu faire dans cette incarnation, qui réjouisse ma passion intérieure et qui nourrissent de la meilleure façon mon âme. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je constate dans les accompagnements au moment de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, où il y a quelque chose qui peut partir en cacahuète sous la forme d'un licenciement, d'une séparation brutale, d'un divorce, voilà, d'une rupture avec les enfants. C'est des endroits où vraiment ça remet un peu au centre. Qu'est-ce que je suis venu faire là? Et comme c'est une question qui a jamais été complètement profondément posée en discussion intuitive avec sa profondeur, eh ben il y a quelque chose qui part complètement à volo à ce moment-là. Important. Donc là, je change un petit peu de chapitre. Je voudrais revenir quand je prends le cas hétérozygote parce qu'il est assez caricatural. Il faut bien comprendre que quand je survis à une perte gémellaire, quelque part, vibratoirement, je vis une forme d'incompréhension. Pourquoi l'autre est parti? Peut-être pour certains, une forme de trahison. Tu m'as trahi en partant. Et puis quelque chose, j'ai pas été assez bon pour te maintenir en place. J'ai une forme de culpabilité, de honte, à ne pas avoir pu, je sais pas comment, mais vibratoirement, pu te sauver de la mort. Et cette culpabilité du sauveur, c'est quelque chose que portent de façon très très marquée certains jumeaux nés seuls. Et je parle vraiment de honte, hein. C'est des endroits, alors parfois ça demande beaucoup de temps et d'exploration pour se rendre compte comment il y a une honte presque ontologique, une honte devant Dieu de ne pas avoir pu sauver l'autre là. Donc ça en thérapie par exemple, on va le retrouver en dehors de la perte gémellaire, lorsque les ex-enfants n'ont pas pu sauver un parent ou les parents ou le couple parental de dépression, ou un grand frère qui s'est suicidé, une grande sœur qui s'est suicidée, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'impuissance et en même temps une culpabilité très profonde. J'aurais dû en faire plus, j'aurais dû faire autrement, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment un endroit où la thématique de l'impuissance et le besoin de sauver l'autre s'exprime beaucoup en grandissant chez les jumeaux nés seuls. Donc ça va se présenter de plein de façons dans la vie. Le choix du métier. Moi, j'ai un métier de sauveur, hein, rééducateur en kiné, premier métier. Donc moi, mon objectif, c'était de calmer la souffrance des gens. Depuis, ça a évolué hein, sur la thématique. Évidemment, je reste dans cette passion de l'humain et de la transformation de la conscience. Donc, et je n'ai pas dit transformer seulement la souffrance. Hein, c'est souvent, on passe par une souffrance pour voir comment on fait un dégagement de conscience par la traversée obscure de la souffrance. Donc voilà, moi j'ai commencé avec la kiné et puis j'ai amené beaucoup d'autres, beaucoup d'autres prismes thérapeutiques pour m'améliorer, ce qui correspondait à ma propre amélioration intérieure. Évidemment, je me suis jamais mis de côté de cette affaire-là parce que c'est d'abord une plongée intérieure. Donc le choix du métier, et puis après, dans des comportements de vie, par exemple, quand on a un métier, je prends une caricature aussi, quelqu'un qui est informaticien à la banque,
globalement, bon, il peut avoir l'objectif de sauver le système bancaire, mais a priori, il peut être très expert en informatique, et donc voilà, il s'occupe des systèmes informatiques. Par contre, ça peut se rejouer, je vais prendre cette personne-là, hein, c'est un exemple un petit peu caricatural, mais c'est quelqu'un qui peut jouer le sauveur en ayant choisi un partenaire de vie de temps en temps dépressif. Et donc, il le maintient en vie et en survie, voilà. Donc, c'est un couple un peu boiteux parce que le choix du partenaire est dépressif, même avant le mariage, même avant le choix de vivre ensemble, même avant de faire une famille. Cette personne était complètement désorganisée émotionnellement et pré-dépressive ou déjà dans des dépressions un peu en cycle comme ça. Et donc cette personne rentre dans un couple et s'installe comme sauveur. Voilà, c'est des gens qui peuvent accompagner de façon très surprenante des parents et s'épuiser avec des parents vieillissants, hein, comme s'ils étaient devenus les bâtons de vieillesse. Donc ils prennent une fonction de sauveur pour leurs parents. On l'observe quand même un certain nombre de fois quand les parents sont vieillissants, en perte d'autonomie. Ça, c'est quand même quelque chose de compliqué parce que la personne, elle peut aller dans le sacrifice d'elle-même. Hein, c'est le truc. Hein, ça va très très loin cette notion de sauveur qui peut aller jusqu'au sacrifice. Et puis, on peut avoir ça aussi, par exemple, avec ses enfants, avec son entreprise, des gens qui rentrent dans l'entreprise. 40 ans d'entreprise qui s'épuisent là-dedans, puis à un moment donné, ping, bilan social, plan social, injustice de la mise en éloignement de, comment on appelle ça, j'ai perdu, le mot m'échappe, ça m'est jamais arrivé, c'est pour ça. Je suis en libéral, moi je travaille en libéral, de se faire du chômage, voilà, sur une injustice d'un plan social complètement fou, et dépression, et là, d'un seul coup, la misère, voire le suicide, hein, des pensées suicidaires. Donc ça, c'est quand même un énorme bug qui peut arriver dans la vie. Je suis en train de penser à un événement aussi chez les sauveurs, pendant la période Covid, au moins au début, quand il y avait une grande peur collective sur ce virus monstrueux qui allait tuer beaucoup de gens. On a vu le profil de ces gens hospitaliers, de soins, etc., qui allaient quand même travailler, être en contact avec des gens potentiellement malades, potentiellement qui allaient mourir, et qui potentiellement allaient faire mourir les gens qui les soignaient. Donc, et on a vu au moins au début, pendant plusieurs mois, l'applaudissement à 20h, je crois que c'était, où les gens sortaient dans la rue pour honorer ces gens prêts au sacrifice ultime de leur vie pour sauver des vies. Ils étaient prêts à mettre en jeu, en balance leur propre vie. Et donc le personnel infirmier était très engagé, et donc avec beaucoup d'honneur. Mais pour moi, ça reflète l'endroit où en conscience, avec une sorte de professionnalisme, d'engagement pour l'autre, je suis prêt à me sacrifier. Voilà. Et ça paraît très altruiste et très bon, mais il y a une petite bascule où quand même parfois ça peut être un petit peu excessif, où on voit que la relation à la mort, elle est relative, c'est-à-dire que je peux donner ma vie parce que le message vibratoire qui est dessous pour beaucoup de jumeaux naissants, ma vie ne vaut pas tant que ça, donc comme je suis passionné par mon métier, j'aime la relation à l'hôpital, aux soins, aux gens, en fait, quelque part, je suis prêt à me sacrifier aussi. Donc, c'est un petit risque, un petit travers, quand même, qui est intéressant à mentionner ici. Donc, évidemment, on voit que ça questionne sa relation à la mort. Parce que rencontrer très tôt, je reprends le monozygote, très tôt, le survivant se retrouve seul, avec un embryon en décomposition ou un petit fœtus à côté en décomposition dans la même baignoire, ça donne quelque chose de pas rigolo pour le système nerveux et puis pour l'être qui va se développer avec cette information vibratoire d'une rencontre très précoce avec la mort. Hein. Et puis pour l'hétérozygote, pareil, la séparation, la vie, la mort, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, voilà. Et donc
ça donne dans les profils de personnalité une relation à la mort qui très tôt peuvent être un rejet vraiment des grandes angoisses, je veux pas mourir. Je me souviens d'une petite qui avait l'angoisse de vomir parce que le vomissement c'était phobique. Le vomissement la renvoyait trop à quelque chose de mortifiant dans son petit système nerveux de l'époque, ou alors une grande fascination. Vous savez, la fascination les gothiques, les gamins qui s'habillent tout en noir, ou un autre aspect de la mort, c'est tout le mythe des vampires, très très bien représenté dans la saga des Twilight. Mais la relation à la mort, c'est aussi à l'adolescence la prise de risque, ce qu'on appelle les trompes-la-mort, les sports à haut risque, un endroit où quelque part je me sens immortel, indestructible, avec la montée en hormones, avec l'adrénaline et tout ça, après la frime entre ados pour séduire, etc., ou pour se mettre en valeur au sein de la tribu des ados. Et en fait, c'est quelque chose qui en fait peut pousser le jeune en quête d'exploit, en quête de représentation, pour surfer avec la mort et la prise de risque et l'adrénaline. Pensez toujours que en fait l'adrénaline c'est quelque chose qu'on va voir plus vieux quand les gens vieillissent, mais l'adrénaline du jeu, avec les machines à sous par exemple, c'est-à-dire je vis de l'adrénaline en jouant comme ça dans les machines à sous, je perds, j'ai la déception, je suis déprimé, je descends, puis après je reprends la pêche, je fais yo-yo et je vais me refaire, donc je repars. Les addictions au jeu jouent avec ce passage, la décharge d'adrénaline où on ne sait pas si on se ruine quelque part. Énergétiquement, c'est je risque de mourir, de tout faire capoter mon entreprise familiale, quoi. Donc on voit la violence que l'on s'inflige en se mettant en risque de se mettre en banqueroute de cette façon-là, ou une banqueroute sociale en sombrant dans l'alcool, etc., etc. Alors pour le couple, je voudrais passer un peu au couple parce que j'ai tellement à dire sur le couple qu'il faudrait plusieurs vidéos. Mais je voudrais redonner un petit éclairage parce que c'est des grandes pistes, mais bon, je vais en nommer quelques-unes. Pour l'hétérozygote, globalement, l'être perdu au cours d'une perte gémellaire, c'est quelqu'un qui va chercher à retrouver la fusion parfaite. Donc souvent, c'est des profils très fusionnels. Ils se rencontrent, c'est le coup de foudre, ils se connaissent à peine, mais ça marche bien. Il y a quelque chose qui s'aimante de façon très forte, comme système magnétique. Et dans cette force magnétique, ce sont des adultes, donc très vite, ils peuvent vivre de la sexualité et tout ça de façon très merveilleuse. Et puis, ce coup de foudre, il retombe comme un feu de paille, comme on dit, parce que, en fait, c'est pas la bonne personne, quoi. Donc voilà. Et de cumul en cumul, d'échec en échec, il y a vraiment quelque chose qui peut s'étioler. Donc en fait, d'une nature première très fusionnelle, qui recherche la fusion parfaite avec l'être parfait en face, c'est-à-dire qui va me compléter pour retrouver l'unité, mais une unité intérieure, une unité spirituelle qui fait que je me sens vraiment comme ça, pousser des ailes, comme on dit. En fait, dans la dépression de ne jamais trouver la bonne personne, il y a quelque chose chez ces personnes-là qui, d'origine fusionnelle, d'un seul coup, peuvent devenir antifusionnels. Le terrain est fusionnel, mais pour vivre, non, j'ai pas besoin de toi. Alors, bon, allez, on passe une soirée ou deux comme ça. Bon, de temps en temps, je te rappelle quand j'ai envie, voilà. Et donc, c'est des relations qui peuvent être pas tout à fait, comment dire, bien confortables pour l'autre en face, sauf si l'autre fonctionne de la même façon, quoi. Voilà. Ou alors, on a toujours dans ces couples hétérozygotes, on peut avoir quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire c'est des gens qui sont devenus amis, qui étaient amis, qui vivent ensemble. Bon, il n'y a plus du tout de passion amoureuse.
Ils s'aiment plus en fait, hein, mais ils sont bons potes, voilà, bon, ils s'adaptent, voilà, ils font rien. Ils ont plus de projet, pas de passion commune, ils ont d'ailleurs pas de passion personnelle, et donc ça donne un foyer extrêmement gris, et ils restent ensemble toute leur vie. Voilà. Waterloo, morne pleine, rien ne bouge. Voilà. On retrouve ça dans des couples anciens aujourd'hui, du fait que il y a beaucoup plus d'autorisation à créer un couple et puis à défaire le couple. Voilà, donc ça bouge un peu plus. Voilà. Donc pareil, je vais caricaturer un petit peu pour le monozygote survivant, lui éventuellement dans le couple, vous l'avez bien compris. L'idée d'avoir une habitation commune pour y intégrer quelqu'un, j'allais dire quelque chose, un être qui va vivre là en permanence, automatiquement le message toxicité de l'autre peut vite être là. Donc c'est des gens en général qui ont un profil où en fait ils peuvent être très fidèles, être très monogames, hein, vivre vraiment de la monogamie, voilà, ou androgamie, être très engagés dans une relation amoureuse. Mais alors par contre, ils ont des modes de vie très éloignés, dans des appartements différents, ou un très grand appartement pour pas se marcher dessus. Il faut que chacun ait son espace perso, créatif, dans le silence, bien séparé, et que ils ne se voient que quand les deux sont d'accord. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas où les deux sont monozygotes. S'il y a un monozygote avec un hétérozygote très fusionnel, vous voyez l'histoire, même pas en rêve, ça va pas beaucoup marcher, parce que le monozygote va toujours vivre le rejet, l'abandon, la trahison, le non-amour, etc. Et le monozygote qui est très amoureux, il va dire, mais de quoi tu me causes? Je comprends rien, parce que je suis très amoureux de toi, je te rejette pas, et tout ça. Mais dans le monde intérieur de l'hétérozygote, évidemment, c'est pas du tout la fusion que lui rêve de retrouver, sans exagérer, 90% des 24 heures, quoi, voilà. Non, parce que quand même, il faut s'épanouir seul, mais 10% c'est largement suffisant. J'exagère à peine. Voilà, donc ça, ce sont des choses un peu caricaturales sur les monozygotes et les hétérozygotes. Et puis là aussi, la nature est très créative, donc on a des terrains où on a les deux. Hein. Évidemment, la nature est bien faite, donc par exemple, on a des gens qui vont être majoritairement hétérozygotes, mais de temps en temps, ils ont un terrain monozygote, et de temps en temps, ils ont besoin de respirer longtemps, de rentrer dans leur grotte, leur caverne, etc. Et pour l'autre qui est monozygote pur, hétérozygote pur, c'est juste incompréhensible que ce monozygote, mon partenaire que j'aime tant, de temps en temps, il me fait une crasse. Il m'éjecte et il veut plus me voir pendant une semaine. C'est horrible. Il prétend des retraites chamaniques où il part tout seul dans la campagne, la nature. Je comprends pas. Voilà. Je dis ça en rigolant parce que c'est des choses que j'ai pu rencontrer autour de moi. Donc, ouais. Vous voyez, donc, toujours penser qu'on peut avoir des pertes gémellaires multiples, plusieurs hétérozygotes, perte hétérozygote XX, XY, et puis si vous êtes XX, eh ben, du monozygote, vous en avez qu'un, hein, XX, si vous êtes XY, ben, vous avez qu'une perte gémellaire monozygote, mais c'est de repérer en fait que à chaque fois on peut avoir des éléments de complexité qui surajoutent au fur et à mesure qu'on rentre dans le discernement de la compréhension de son mode d'emploi unique, de tous ces aspects atypiques que l'on a besoin d'apprendre et de découvrir en soi pour éventuellement avoir la chance d'organiser une écologie de vie et relationnelle avec les autres la mieux adaptée pour soi, pour l'autre et le moins maltraitant pour la relation. Donc c'est loin d'être facile. C'est un vrai défi. Un vrai défi. Hein. Il y a toujours dans le développement personnel un défi personnel, un épanouissement, mais dès qu'il y a de la gémellité, de la perte gémellaire intra-utérine, le défi est supplémentaire parce que la complexité est beaucoup plus importante. Et c'est pas que vous êtes des nuls. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que moi, le nombre de fois où je me suis senti mais tellement nul et handicapé,
beaucoup dans la relation, que je disais, oh mon Dieu, mais c'est tellement plus facile de trouver son métier, sa voie professionnelle, que de réussir son couple, ce qui est en partie vrai, parce que la relation est compliquée dès qu'il y a une perte gémellaire intra-utérine. Voilà. Donc pour le couple, je vais pas être exhaustif, je m'en excuse, mais vraiment là, ça demanderait beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, et puis c'est un peu laborieux. Donc voilà, je préfère aborder ça en stage. Quand on fait le stage de 3 jours sur la thématique gémellaire, on prend une bonne matinée pour c'est une matinée globalement pour expérimenter tous ces attachements, ces engagements, ces dépendances, qu'est-ce que ça fait quand je suis arraché, que l'autre m'arrache quand il choisit de me larguer, c'est l'enfer, voilà. Et l'amour dans tout ça, parce que j'ai pas encore parlé d'amour. J'ai parlé de couple, mais je n'ai pas parlé d'amour, ce qui est très différent. Parce que quand on a une perte gémellaire, ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai expliqué avant sur l'hypersensible, l'hyposensible, en fait, et ces endroits d'hyposensibilité, je vais revenir, c'est que, en fait, vibratoirement, comme dans la période intra-utérine, le système nerveux est terrassé par la mort et de l'autre, que ce soit monozygote ou hétérozygote, le système nerveux doit survivre. Et si on a un système nerveux autonome, c'est bien le cœur. Le cœur, je vous le rappelle, on prend un organisme vivant, très rapidement, on tue la vie de cet organisme vivant, on sort le cœur palpitant de façon autonome. Je ne sais plus combien de temps ça dure, mais si on le met dans une solution harmonisée, il peut encore battre très longtemps. C'est pour ça qu'on arrive à faire des transplantations, des opérations de transplantation du cœur. C'est qu'en fait, le système nerveux autonome du cœur permet le temps du passage d'un corps qui est mort, dans des conditions dramatiques accidentelles le plus souvent, et le temps d'être transplanté chez le receveur. Donc on voit vraiment quelque chose de très précieux. Et en même temps, dans la perte gémellaire, ce qu'il faut bien comprendre, pendant que l'embryon, que la vie traverse l'embryon, le challenge, c'est que le cœur ne s'arrête pas. L'énergie du cœur doit rester en vie, en force. Voilà. Et l'amour, la conséquence de ça, c'est que c'est comme si l'énergie du cœur était tournée vers la propulsion de la vie, du vivant, du sang, mais que l'énergie d'amour, en fait, était entravée dans une forme vibratoire de protection. Et cette protection fait que dans la rencontre avec l'autre, en fait, je sais pas si j'aime. Donc, en tant qu'adulte hormoné, souvent il y a l'accroche, l'aimantage, avec l'accroche hormonale, les feux de la passion des premiers mois, des premières années. On va dire l'amour hormonalement dure 3 ans. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un grand cap à 3 ans, puis à 7 ans, etc. Mais des fois c'est beaucoup plus court, donc il y a une espèce d'accrochage, de curiosité. Voilà, les hormones s'enflamment, il est très beau, elle est très belle, c'est magnifique. Et puis une fois que c'est consommé, une fois que l'hormone descend, en fait, l'amour n'est pas là. Donc, il y a du désir, plus ou moins là. Et puis, avec les années, en fait, le bilan, les gens, souvent, ils arrivent devant l'avocat pour divorcer. Concrètement, ils savent pas s'ils ont aimé l'autre. Et moi, j'ai des témoignages encore plus perturbants, interpellants pour moi. J'ai beaucoup de femmes qui sont capables de nommer et qui sont assez honnêtes et qui ont pris assez de recul dans leur cheminement. Et moi, je suis sans jugement à ça, mais c'est la première fois que j'ai entendu ça, waouh. Ce sont des femmes qui disent, voilà, j'ai pas choisi l'homme de ma vie, mais c'était un bon reproducteur et un bon père pour faire une famille. Moi, je me disais, waouh, la conscience. Et moi, je me disais, en tant qu'homme, j'ai pas forcément eu assez de conscience pour vraiment sentir s'il y avait de l'amour, et par chance, il y avait quand même de l'amour avec la mère de ma fille, mais c'est pour dire que ça me choquait tellement que, vous voyez, le non-amour qui est dépassé par un jeu hormonal,
du désir qui fait qu'à un moment donné, paf, on fait une famille comme ça, on fait des enfants, et la détestation qui peut s'en suivre au moment de la séparation, voilà. Et on retrouve beaucoup ça dans les relations toxiques qui sont devenues perverses narcissiques. Donc il y a l'hypersensibilité des jumelles et jumeaux-nés seuls font qu'ils peuvent se retrouver assez facilement dans des configurations où relationnellement, à un moment donné, ils subissent la relation pervers narcissique, donc ils en souffrent, mais par moment, il faut être très conscient de ce phénomène-là, ils peuvent rentrer en domination dans une relation et à ce moment-là créer une relation toxique de type pervers narcissique, parce que les deux partenaires ont des failles narcissiques qui peuvent quand même se brouiller, se compléter, danser ensemble, et donc ce balancement au niveau de la fragilité de se retrouver dans des relations perverses narcissiques qui sont très très bien décortiquées aujourd'hui. Donc vraiment, si vous êtes dans ce registre-là, je vous encourage vraiment à vous rapprocher de ça, parce que c'est un vrai sujet à apprendre pour vous repérer et repérer des relations qui pourraient démarrer par ça. Et puis après, ensuite, avoir conscience que l'énergie du cœur, la force d'amour, c'est quelque chose qui est... j'ai ouvert mon cœur, je veux travailler l'ouverture de mon cœur, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans passé, qui est une quête très précieuse, mais qui est loin d'être facile, qui est complexe, et que l'on ne maîtrise pas par un travail thérapeutique, psychologique, mental, parce que c'est un travail vibratoire qui passe par l'énergie, et là aussi, je vais prendre l'exemple, par exemple, du livre de Frédéric Lenoir, Cœur de cristal. C'est un conte, une mythologie qui est très très bien représentée avec cette gémellité qui demande des soins particuliers parce qu'il y a un enjeu de vie et de mort et un enjeu d'épanouissement de l'amour. Donc c'est très très bien reflété dans ce petit conte, ce petit livre. J'ai pas d'action avec Frédéric Lenoir, mais c'est vrai que quand on m'a fait lire ce livre Cœur de cristal, qui est assez petit pour ceux qui savent pas lire ou qui lisent très lentement comme moi, c'est vraiment très très bien fait. Et donc ce chemin de transformation de la vibration de l'énergie du cœur, de la vibration d'amour, ce déliage prend des années. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire « mon cœur s'est ouvert et je suis arrivé, je suis rendu, tout va bien, c'est fait, ça s'est fait en un stage ». Non, non. Il y a des gens, ils vivent des expériences, des temps de reliance et d'ouverture de cœur absolument fantastiques au cours de processus, par exemple. Mais petit à petit, pouf, la porte se referme, on revient jamais à la case départ, mais l'impression intérieure, c'est de dire, mince, comment je fais dans ma vraie vie pour pouvoir rester le cœur ouvert. Donc moi, ce que j'expérimente, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose, moi je parlerais plutôt d'un cœur qui devient, au fur et à mesure, de plus en plus radiant, comme si les vibrations réussissaient à traverser le blindage de cette énergie de vibration qui s'est mise en place pour protéger l'organe cœur des souffrances en lien avec la perte gémellaire. Et donc c'est quelque chose où on ne peut pas aller vite, c'est quelque chose où il ne faut pas aller vite, parce que c'est la vie du cœur organe, et donc du bonhomme entier, enfin de l'être vivant tout entier, qui sont touchés par là. Et je vois que ces questions d'amour, c'est des choses qui sont amenées par des adultes très avancés en âge, très avancés en développement personnel, en thérapie, dans leur parcours de vie, et qui souvent peuvent trouver des formes de transcendance, notamment par la pratique spirituelle. Donc ça peut être la méditation. Quand je dis pratique spirituelle, je ne veux pas dire une pratique religieuse au sein d'une église, ça peut être le cas, hein, mais une pratique en lien avec la transcendance. Hein. Moi, je sais que par mon cheminement, c'est le chamanisme qui m'a amené par là, puis suivi par le travail essénien qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin derrière, de rentrer dans des vibrations très élevées
ce qu'on pourrait appeler l'amour universel, l'amour de la lumière, quoi, voilà, pour enlever le mot l'amour de Dieu, mais voilà, on est sur ces endroits d'expansion, de radiance et d'expansion qui mettent en contact avec ce que l'on nomme l'éveil, quoi, tout simplement. Maintenant, je voudrais prendre un petit temps pour parler allez, j'y vais. Trahison, rejet, abandon, je l'ai déjà évoqué, mais ces 3 grandes blessures dansent tellement bien ensemble, et tout le monde peut les vivre dans sa vie, voilà, évidemment. Et donc il y en a. Ce qui est intéressant, c'est souvent ils vivent, mais c'est pas possible. Je me fais trahir tout le temps dans ma vie. Le rejet, c'est ma carte d'identité, hein, c'est écrit là. Rejetez-moi, de toute façon, c'est déjà fait, j'ai l'habitude, allez-y. Voilà, donc c'est ces schémas, ces patterns qui sont très répétitifs et qui ne sont pas en lien forcément avec mon histoire familiale, mon histoire professionnelle, l'histoire dans la fratrie, l'histoire avec mes enfants, l'histoire avec... C'est quelque chose, ou l'histoire transgénérationnelle, c'est quelque chose qui échappe. On ne sait pas d'où ça vient. Donc vous voyez la profondeur du travail et ces 3 grands mots, trahison, rejet, abandon, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui est quelque chose à regarder un peu dans les grandes blessures et pour vous auto-diagnostiquer, si vous avez une perte gémellaire, évidemment. Voilà, je l'ai nommé, mais j'insiste, c'est vraiment, je reviens dessus, c'est la fragilité aux addictions. Et toujours pareil, c'est pas que vous êtes tordu et que vous êtes nul, parce que voilà, des fois il y a des gens, ils ont une thématique difficile d'alcoolisme, et donc ils s'arrêtent, et puis ils replongent au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, ou alors des gens qui ont arrêté de fumer pendant 10 ans, puis sur un événement ils disent j'ai replongé, voilà. Et derrière il y a quand même une honte, une culpabilité, vraiment beaucoup c'est pas facile, et c'est pas que vous êtes nul, c'est ça, ou que vous manquez de décision, c'est que c'est cette mécanique qu'il faut comprendre, c'est je souffre tellement émotionnellement, souvent par des événements de vie, en fait que si j'avais l'habitude de m'anesthésier avec les cigarettes ou avec des drogues, on va dire en général, ou à l'alcool ou aux séries Netflix, en fait, si j'ai pris cette habitude de m'anesthésier, c'est que je n'arrive pas à m'anesthésier autrement parce que émotionnellement, je suis extrêmement sensible, extrêmement vulnérable. La nature humaine est très vulnérable. Voilà. Donc, vous voyez comment la nature humaine, dans son hypersensibilité, c'est vraiment complexe. Comment s'anesthésier, c'est une façon, s'anesthésier avec les addictions, ou les médocs, les antidépresseurs, hein, tout simplement, hein, les anxiolytiques et tout ça, c'est quand même une autre façon de s'anesthésier. Comment tout ça permet d'éviter de rentrer en contact avec un terrain sombre et difficile, souffrant, empli de tristesse, de dépression, d'humiliation, d'angoisse, de peur, de mélancolie, et donc de voir comment la personnalité a besoin de trouver des combines, des béquilles, voilà. Et puis, voilà, chacun fait comme il peut avec ce travers-là. Et toujours pareil, je dis pas que c'est parce que vous êtes en dépression, c'est pour ça que qu'obligatoirement vous avez une perte gémellaire intra-utérine. Mais en tous les cas, ce sont des racines multiples dont l'une importante peut être une perte gémellaire intra-utérine. Important aussi de bien comprendre, quand la personne se maltraite par des addictions, s'anesthésie de cette façon-là, en fait, c'est comme si sa propre vie ne valait rien ou pas grand-chose. Et donc, mourir prématurément n'est pas bien grave. S'auto-détruire n'est pas bien grave. Donc, en fait, le challenge, c'est de réussir à se remonter pour trouver quand même que sa vie est précieuse, honorer la vie, honorer le fait d'être vivant, honorer chacune de ses respirations,
honorer le fait d'être en interaction, honorer la beauté, tout ça sont quand même des choses très importantes. Le fait de dédier sa vie à l'autre, c'est une possibilité, mais si en me dédiant à l'autre, si je m'auto-détruis, si je me sacrifie pour l'État, tout à l'heure je parlais des infirmières pendant la période Covid, ça peut donner des gens qui font un travail, qui s'engagent pour des services d'État, où ils vont mettre au service de l'État des compétences particulières, par exemple des compétences militaires, des compétences avec l'armement, avec l'ingénierie militaire, etc., pour ne pas hésiter à rentrer par exemple dans l'armée, dans les forces spéciales, dans des forces très particulièrement pointues, expertes, pour donner des opérations, être prêt à donner sa vie à la patrie. Donc ce sont des choses qu'on retrouve, donc j'ai pris volontairement ces deux extrêmes, la santé, mais aussi des profils prêts à donner, à se sacrifier par les armes pour l'amour, par amour de la patrie. Et donc on va retrouver ça aussi, bizarrement, dans des profils d'extrêmement sensibles qui vont manifester pour des grandes causes et qui, quand ils se retrouvent face aux forces de l'ordre très entraînées, surentraînées vraiment, avec les boucliers, etc. Et donc ces hypersensibles qui défendent des bonnes causes, ben en fait ils se font souffler comme des brins de paille, ils se font blesser, meurtrir comme des brins de paille. C'est voilà, et qui peuvent éventuellement, pour certains, aller à des comportements de martyrs, des comportements héroïques pour périr face à une juste cause et servir de modèle inspirant pour d'autres. J'ai plus bien la citation, mais je crois que c'était Apollinaire qui disait, mais la guerre est poétique, ou je sais plus le mot qu'il avait utilisé tout de suite, il ne me revient pas, mais c'est quelque chose, voilà, où on dit non, la guerre est juste horrible, voilà, c'est juste un enfer, voilà. Ensuite, je voudrais avancer un petit peu par rapport à revenir un petit peu sur cette notion de vide et de silence. N'oubliez pas que se confronter au vide et au silence, pour la plupart des jumeaux nés seuls, c'est juste un face-à-face avec soi qui est impossible, qui va créer beaucoup d'agitation intérieure. Je vois beaucoup de gens qui font des parcours chamaniques et donc qui prennent des plantes, ce qu'on appelle des plantes de médecine, donc avec des plantes psychotropes, et la plante psychotrope oblige à faire ce retournement et ce face-à-face à l'intérieur de soi pour rencontrer ces ombres au sens jungien du terme, hein, vraiment face-à-face avec son intériorité. Et je trouve ça très violent pour les hypersensibles. Moi, je préfère la voie plus douce, la méthode douce, par exemple, j'ai nommé l'étude des rêves, qui permet, à travers ces rêves, et ces rêves souvent un peu d'ombre, ce qu'on appelle, donc des rêves où il peut y avoir des drames, des exécutions, des choses pas faciles, et ces rêves d'ombre viennent en fait refléter son face-à-face à l'intérieur de soi, et se passe dans son monde intérieur, dans son silence intérieur. Et donc là, il y a une vraie piste pour les jumeaux nés seuls. Quand vous repérez qu'il y a une difficulté à être seul avec vous, dans le silence, difficulté à arrêter les pensées, et ben en fait, c'est de trouver des moyens habiles pour méditer, pour vraiment faire ce chemin de canalisation de cette hyperactivité cérébrale qui le cerveau n'arrive pas à l'arrêter concrètement, mais qui l'amène dans des espaces de pensée reposants pour pouvoir le laisser au repos un peu, pour qu'il récupère et que votre âme puisse, dans ce silence, vous faire remonter des intuitions sur vos envies les plus intimes,
pour que votre âme, elle puisse vraiment discuter avec votre mental. Mais si le mental, il est toujours en hyperactivité, en fait, ça plane assez bas. Par contre, l'inspiration, cette intuition animale de votre chemin d'âme, de votre chemin de vie, elle peut passer par la rêverie, mais elle ne passe pas par une agitation comme s'il y avait un essaim de mouche dans un bocal qui tourne en boucle. Voilà. Et là, souvent, le premier trait, c'est le manque de difficulté de sommeil, le manque de la réelle difficulté à débrancher le cerveau. Et ça, c'est quelque chose. Je voudrais aborder une dernière partie. Ce sont c'est un trait commun qu'on retrouve chez beaucoup d'Asperger. Donc il y a qui est une forme dite d'autisme. Moi, j'aime pas tellement cette étiquette-là parce que pour moi, c'est pas vraiment ça. Toujours pareil, c'est une piste que je pose là, d'observation, d'accompagnement. Dans les Asperger que j'accompagne, je vois beaucoup d'Asperger qui ont une hypersensibilité, qui n'ont pas de filtre, qui ont beaucoup de génie, beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétences, et qui sont tellement atypiques que quand ils se retrouvent dans, par exemple, un collectif professionnel, ont beaucoup de mal à s'adapter, c'est-à-dire ils vivent beaucoup d'exclusion, ou alors s'ils ont mis en place des compétences qui peuvent vraiment avoir besoin de rêver leur façon de faire avec des comportements très maniaques. Donc c'est des gens qui ont besoin de routine, qui sont un peu difficiles à vivre parce que ils sont tellement fragiles quelque part qu'en fait ils créent de la sécurité, du confort et une mise en situation par des routines pour pouvoir exprimer tout leur génie à l'extérieur. Actuellement, on parle beaucoup d'Elon Musk, par exemple, qui est diagnostiqué Asperger. Voilà, on dit, voilà, quand on voit ce qu'il a été capable de faire, de mettre en place, on voit que c'est un Asperger particulier. Je peux pas être Madame Soleil, je peux rentrer dans son monde intérieur. Pour moi, il a le profil très net de quelqu'un qui a une perte gémellaire intra-utérine. Voilà. Qu'il a compensé avec un certain nombre d'épouses, avec beaucoup d'enfants. Voilà, donc il crée son environnement et en même temps, il a du génie. Voilà. Et c'est un peu ce paradoxe-là. Et si j'évoque ça, c'est parce que aujourd'hui, je vois arriver des adultes qui portent ce diagnostic-là, qui sont complètement désemparés. Et je trouve que quand on regarde la perte gémellaire intra-utérine, à travers ce prisme-là, ça permet peut-être d'ouvrir des pistes d'accompagnement thérapeutique très adaptées ou plus adaptées, parce que la force spirituelle que portent ces jumeaux nés seuls étiquetés Asperger, en fait, est très présente. Moi, je vois comment, par transparence, aujourd'hui, j'arrive à mieux percevoir la compétence spirituelle des gens que je perçois, que j'accompagne, ou avec qui, comment dire, je peux rentrer en communication assez fine. Je vois l'étendue de cette puissance spirituelle, et c'est compliqué d'en parler, j'en parlerai plus dans la deuxième vidéo, mais de voir que c'est vraiment... voilà, il y a vraiment des questions à se poser. J'apporte pas ici un éclairage fini, formel, mais j'ouvre vraiment sur une piste une quête, un regard à poser sur ce qui est étiqueté aujourd'hui Asperger. Alors après, il y a des Asperger profonds qui sont plus compliqués à accompagner, évidemment. Voilà, donc je vais pas aller plus loin sur ce petit comment dire, petit chapitre. Voilà, donc en conclusion, je le redis, il n'est pas nécessaire d'avoir tous les symptômes pour être porteur d'une perte gémellaire intra-utérine. Il n'y a pas un symptôme qui signe la perte gémellaire intra-utérine. Souvenez-vous, prenez le temps d'explorer par un travail thérapeutique sérieux et profond vos prisons éducatives, des conditionnements, l'histoire, les traumas, les blessures, perso, transgénérationnel, familial. Il y a quand même un décortiquage à faire. Et puis après,
entrez en contact avec cette force de transcendance qu'offre la paire gemellaire, vos intuitions, et puis voilà, j'espère que vous allez vous jeter sur la deuxième vidéo qui est juste à côté, pas loin, donc la deuxième partie, où je vais montrer combien la paire gemellaire intra-utérine porte une réelle opportunité de vivre une vie unique, une vie atypique, une vie créatrice, inspirée, transcendante. Voilà. Si cette première vidéo vous a plu, vraiment, faut la partager. C'est vraiment, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, parce que c'est aussi comme ça que, par ces likes, que YouTube améliore le référencement. Et puis si vous êtes intéressé soit par nos activités sur cette thématique-là spécifiquement, mais aussi sur toutes les thématiques qu'on porte à l'Institut, eh bien, rejoignez-nous, venez nous visiter sur l'institutarc-en-ciel.com, parce que c'est vrai qu'il y a la thématique de la paire gemellaire intra-utérine, mais il y a d'autres stages ponctuels, notamment à travers des soins esséniens, notamment sur la médecine du cœur, qui peuvent vous intéresser et qui peuvent vraiment enrichir votre chemin et participer à l'épanouissement de votre puissance de cœur, de votre puissance créatrice. Voilà. Au plaisir de vous revoir bientôt. À bientôt. Au revoir.